Le jour du mariage de mon fils était le même jour où j'ai enfin compris que j'avais été invisible toute ma vie. Mais laissez-moi commencer 3 mois plus tôt, quand Henri était encore là pour me tenir la main dans le jardin qu'il avait planté de ses propres mains. L'odeur de la terre fraîchement retournée flottait encore dans l'air ce matin d'avril quand les premières invitations sont arrivées. Mon fils Thomas avait organisé son mariage sans même me demander mon avis sur la date. « Maman, c'est mieux comme ça, plus simple » avait-il dit au téléphone, sa voix portant cette impatience que je connaissais si bien. Comme si mes opinions étaient un détail encombrant à gérer. Je me tenais devant la fenêtre de ma cuisine, regardant le terrain que Henri avait acheté 40 ans plus tôt. 120 hectares de collines ondulantes dans le Périgord, avec cette petite cabane au sommet qu'il avait construite de ses mains pour nos week-ends en amoureux. Un jour, Marguerite, on se retirera là-haut, juste toi et moi, murmurait-il en regardant le coucher de soleil depuis la terrasse. Ce jour n'était jamais venu. Le carton d'invitation était épais, coûteux. Thomas Dubois et Céline Rousseau ont l'honneur de vous inviter. Mon nom n'apparaissait nulle part. Même pas comme mère du marié. J'étais devenu un fantôme dans ma propre famille. Le matin du mariage, je me suis habillée avec le soin méticuleux d'une femme qui sait qu'elle sera jugée. Ma robe bleu marine, celle qu'Henri préférait. Mes perles héritées de ma mère. Mes chaussures les plus confortables, parce que je savais que personne ne me proposerait de m'asseoir à la table d'honneur. En attachant mon collier, mes doigts ont effleuré la petite clé que je portais toujours, celle du coffre-fort d'Henri. Une habitude que je n'arrivais pas à perdre. L'église était remplie des amis de Céline, des collègues de Thomas de sa société de conseil. Des visages que je ne reconnaissais pas, des conversations auxquelles je n'étais pas invité. J'ai pris place au 3e rang, derrière la famille de la mariée. Personne ne m'a gardé une place au 1er rang. Personne n'a pensé que la mère du marié méritait d'être vue. Pendant la cérémonie, j'ai observé mon fils. 34 ans, costume sur mesure, sourire confiant. Il ressemblait tellement à Henri au même âge, avec cette assurance tranquille des hommes qui n'ont jamais douté de leur place dans le monde. Mais Henri avait eu cette gentillesse, cette attention aux détails qui rendait les autres importants. Thomas avait hérité du charme, pas de la compassion. Céline était rayonnante, évidemment. 28 ans, diplômée d'HEC, consultante en stratégie comme Thomas. Ils formaient ce qu'on appelle un power couple, beau, ambitieux, parfaitement assorti. Au cocktail, elle a passé devant moi 3 fois sans me regarder. La 4e fois, elle s'est arrêtée. « Marguerite, n'est-ce pas? Thomas m'a tellement parlé de vous. » Son sourire était aussi authentique qu'un billet de Monopoly. « Nous espérons vraiment que vous vous plairez à la résidence Les Jardins de l'Automne. Thomas dit que c'est l'une des meilleures maisons de retraite de la région. » Les mots ont frappé comme une gifle glacée. Une maison de retraite. Ils avaient déjà planifié ma mise au rebut. Je me suis contenté de hocher la tête et de sourire, comme j'avais appris à le faire pendant toutes ces années de mariage, toutes ces années de maternité, toutes ces années à me rendre utile sans jamais déranger. Le dîner s'est déroulé sans moi, bien sûr. J'étais à la table numéro 8, entre un oncle éloigné qui sentait le pastis et une amie d'enfance de Céline qui ne parlait que de son nouveau cabinet de sophrologie à Biarritz. J'ai mangé mon saumon en silence, regardant Thomas et Céline rayonner à la table d'honneur, planifiant probablement déjà leur lune de miel aux Seychelles. Ce n'est qu'en rentrant chez moi ce soir-là que j'ai réalisé quelque chose d'étrange. En 40 ans de mariage, Henri ne m'avait jamais parlé de maison de retraite. Jamais. Il parlait de voyage, de la cabane à rénover, de ce jardin qu'il voulait agrandir. Il parlait d'avenir, pas de mise en pension. 3 semaines plus tard, l'invitation est arrivée. Un dîner chez les nouveaux mariés, dans leur appartement du 16e arrondissement. « Nous avons quelque chose d'excitant à vous proposer », avait écrit Thomas dans son message. L'écriture était soignée, comme celle de tous ses rapports de consultants. Pas d'affection, juste de l'efficacité. Leur appartement était exactement ce que j'attendais. Moderne, impersonnel, coûteux. Des meubles design qui ne ressemblaient à rien, des œuvres d'art abstraites qui ne racontaient aucune histoire.
Rien qui ne parlait de vie, de famille, de souvenirs. Même les livres sur les étagères semblaient neufs, rangés par couleur plutôt que par sujet. Céline a servi l'apéritif avec la précision d'un maître d'hôtel. Champagne pour eux, Porto pour moi, parce que les femmes de votre génération préfèrent les digestifs, n'est-ce pas? J'ai bu mon Porto en silence, savourant l'ironie. À 58 ans, j'étais déjà catalogué, rangé, étiqueté. Le dîner était délicieux et impersonnel. Saumon fumé acheté chez Fauchon, risotto aux truffes probablement commandé chez un traiteur, tarte au citron qui sortait visiblement d'une pâtisserie de luxe. Pas un plat fait maison, pas une recette de famille. Tout était parfait et vide. Maman, a commencé Thomas en posant sa serviette, nous avons une proposition formidable à vous faire. Il a échangé un regard avec Céline, le genre de regard complice que partagent les conspirateurs. Nous avons rencontré des investisseurs extraordinaires. Des gens sérieux, avec une vision. Il a sorti une chemise en cuir, du genre que les consultants utilisent pour impressionner leurs clients. À l'intérieur, des plans, des projections financières, des images de synthèse colorées. Le terrain d'Henri transformé en centre de bien-être les sources du Périgord. Spa, yoga, méditation, cuisine détox. Le rêve bobo parfait. C'est révolutionnaire, Marguerite, a continué Céline, ses yeux brillants de l'excitation de quelqu'un qui voit déjà les profits. Un complexe éco-responsable, haut de gamme, qui attirerait une clientèle internationale. Paris Match a déjà exprimé son intérêt pour un article. J'ai feuilleté les documents en silence. Ils avaient pensé à tout. Architecture bioclimatique, panneaux solaires, bassin naturel. La cabane d'Henri transformée en pavillon de méditation. Notre petit paradis personnel devenu une attraction touristique pour Parisiens en quête d'authenticité. Bien sûr, a ajouté Thomas avec ce sourire confident qui me rappelait tellement son père, il faudrait que vous signiez quelques papiers. Une simple formalité pour transférer la propriété. Nos avocats ont déjà préparé tout le dossier. Une simple formalité. 40 ans de vie, de rêves, de projets résumés en simple formalité. J'ai continué à tourner les pages, notant mentalement chaque détail. Investissement initial, 2,8 millions d'euros. Retour sur investissement prévu, 15% la première année. Bénéfices estimés, 500 000 euros annuels. Pas mal pour une simple formalité. Et moi, ai-je finalement demandé, ma voix plus calme que mes pensées. Où est-ce que je vis pendant que vous transformez ma maison en spa? Oh, c'est le plus beau, s'est exclamée Céline. Les jardins de l'automne ont accepté votre dossier. Appartements individuels, services de qualité, activités culturelles. Vous serez tellement mieux là-bas, entouré de gens de votre âge. De gens de mon âge. Comme si 58 ans m'avaient déjà condamné au mouroir. J'ai fermé la chemise et l'ai posée sur la table, mes mains parfaitement stables malgré la tempête qui grondait dans ma poitrine. C'est très réfléchi, ai-je dit simplement. Je vais y penser? Le silence qui a suivi était aussi lourd que l'air avant l'orage. Thomas a froncé les sourcils, clairement déstabilisé par ma réaction. Il s'attendait à quoi? À des larmes de gratitude? À une signature immédiate? Maman, vous comprenez bien que c'est une opportunité unique, a-t-il insisté, sa voix prenant cette tonalité légèrement irritée qu'il utilisait au téléphone avec ses clients récalcitrants. Le marché du bien-être explose. Dans 5 ans, ce terrain vaudra 3 fois plus. Dans 5 ans. Il avait déjà calculé. Tout était planifié, budgétisé, optimisé. Ma vie n'était qu'une variable dans leur équation financière. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un goût amer dans la bouche. Pas à cause du Porto, mais à cause de cette impression d'avoir été vendu aux enchères sans même le savoir. Dans ma voiture, en traversant les petites routes du Périgord, j'ai repensé à cette soirée. À leurs sourires calculés, à leurs arguments répétés comme des mantras marketing, à cette façon qu'ils avaient de parler de ma vie comme si j'étais déjà morte. En arrivant à la maison,
j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai ouvert le coffre-fort d'Henri. La petite clé que je portais toujours au cou a tourné dans la serrure avec un déclic familier. À l'intérieur, les papiers importants. Les actes de propriété, les contrats d'assurance, le testament et une enveloppe que je n'avais jamais vue. Mon nom était écrit dessus de l'écriture d'Henri. Pour Marguerite, quand elle en aura besoin. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, une lettre et plusieurs documents légaux que je ne comprenais pas immédiatement. Ma chérie, commençait la lettre, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là et que quelqu'un essaie probablement de te prendre ce qui nous appartient. Je te connais. Tu es trop gentille, trop généreuse. Tu donnerais ta chemise à quelqu'un qui te dirait qu'il a froid. Mais cette terre, c'est notre héritage. C'est notre histoire. Ne la laisse pas aux vautours. Les mots dansaient devant mes yeux. Henri savait. Il avait prévu. La suite de la lettre expliquait tout. Les documents annexes révélaient une vérité que même moi j'ignorais. Le terrain n'était pas seulement un eau de nom, comme je l'avais toujours cru. Un mois avant sa mort, Henri avait discrètement transféré sa part en ma faveur exclusive. J'étais l'unique propriétaire légal de ces 120 hectares. Mais ce n'était pas tout. Henri, avec sa méticulosité d'ancien ingénieur, avait fait effectuer une étude géologique complète du terrain. Les résultats étaient stupéfiants. Une source naturelle exceptionnelle, des droits miniers incluant une petite veine de quartz rose, et surtout, des droits forestiers sur des chênes centenaires qui valaient une fortune. La cabane, continuait la lettre, n'est pas juste notre refuge. J'ai fait installer un système de chauffage géothermique, une microstation d'épuration et même une connexion Internet par satellite. Tu peux y vivre confortablement si tu le souhaites. Indépendamment. Libre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai lu et relu tous les documents, essayant de comprendre l'ampleur de ce qu'Henri avait fait. Il n'avait pas seulement protégé notre terre, il avait protégé ma liberté. À l'aube, j'ai pris ma décision. Le lundi matin, j'ai appelé un notaire. Pas celui de la famille, mais Maître Dubois, aucun lien de parenté avec Thomas, malgré le nom. Une femme de mon âge, réputée pour sa rigueur et sa discrétion. En 2 heures, elle avait vérifié tous les documents d'Henri et confirmé mes droits. Madame Dubois, m'a-t-elle dit avec un sourire complice, votre mari était un homme prévoyant. Et très, très malin. Ce terrain vaut au minimum 5 millions d'euros, mais avec les droits annexes qu'il a sécurisés, on parle plutôt de 8 à 10 millions. 8 à 10 millions. Les investisseurs de Thomas proposaient 2,8 millions. Ils comptaient acheter mon héritage pour moins du tiers de sa valeur réelle. Je voudrais créer une fiducie, ai-je dit calmement. Quelque chose d'inattaquable. Et je voudrais que toutes les communications passent par vous désormais. Maître Dubois a hoché la tête. Sage décision. Je m'occupe de tout. D'ici une semaine, votre propriété sera protégée par un trust familial dont vous serez l'unique bénéficiaire et administratrice. Personne ne pourra vous forcer à vendre. Cette semaine-là, j'ai préparé mon déménagement avec la minutie d'un général planifiant une campagne. J'ai trié 40 ans de souvenirs, gardant l'essentiel, donnant le superflu. Les meubles d'Henri, ses outils, ses livres. Mes robes de soirée que je ne porterai plus, mes chaussures à talons qui me faisaient mal aux pieds. J'ai gardé les photos, mes livres préférés, les casseroles en fond de ma mère. Les choses qui comptaient vraiment. La cabane m'attendait comme un secret bien gardé. En 40 ans, j'y étais allé des centaines de fois, mais je ne l'avais jamais vraiment regardée. Henri avait tout prévu. La cuisine était entièrement équipée, moderne mais discrète. La salle de bain avec sa douche à l'italienne donnait sur la forêt. Le salon avec sa cheminée en pierre et ses étagères pleines de livres que nous n'avions jamais eu le temps de lire ensemble. Et puis il y avait cette terrasse d'où l'on voyait toute la vallée, où Henri et moi avions bu tant de café en rêvant de l'avenir. Maintenant, c'était mon présent. Mon présent à moi, choisi par moi. Les premières semaines ont été étranges. Le silence après 40 ans de bruit familial.
Pas de téléphone qui sonne pour me demander des services. Pas de repas à préparer pour d'autres. Pas d'agenda dicté par les besoins de tout le monde sauf les miens. Juste moi, les livres d'Henri, et cette paix que je n'avais jamais connue. Je me levais avec le soleil, buvais mon café sur la terrasse en regardant la brume se lever sur les collines. J'ai redécouvert le plaisir de cuisiner pour moi, de lire sans interruption, de marcher dans la forêt sans destination précise. Pour la première fois depuis des décennies, je n'étais utile à personne d'autre qu'à moi-même. C'était vertigineux et merveilleux. Thomas a appelé au bout de 3 semaines. Sa voix était tendue, impatiente. « Maman, il faut qu'on parle. » Les investisseurs s'impatientent. « Vous n'avez pas répondu à nos messages. » « Je sais, ai-je répondu simplement. Je réfléchis. Il n'y a pas grand-chose à réfléchir. C'est une opportunité en or. Vous ne pouvez pas la laisser passer. » Cette exaspération dans sa voix. Comme si mes hésitations étaient un caprice de vieille femme têtue. Comme si ma prudence était de l'ingratitude. « Je passerai vous voir, ai-je dit avant de raccrocher. Il est venu un mardi matin, au volant de sa BMW rutilante qui jurait avec le chemin de terre menant à la cabane. Je l'ai regardé arriver depuis la terrasse, observant ses gestes irrités quand il a réalisé qu'il ne pourrait pas garer sa voiture parfaite sans la salir. Il est monté vers la cabane avec cette démarche pressée des gens habitués à ce que le monde s'adapte à leur rythme. Costume froissé, chaussures de ville inadaptées, téléphone collé à l'oreille pour une énième conférence importante. Il était redevenu l'enfant qui boudait quand on ne lui donnait pas immédiatement ce qu'il voulait. « Maman, qu'est-ce que vous fabriquez ici ?» a-t-il lancé sans même dire bonjour. Céline est inquiète. Elle dit que vous ne répondez plus au téléphone. Je vais bien, ai-je répondu en lui servant un café. Je n'ai jamais été mieux, en fait. Il a regardé autour de lui avec ce dédain que seuls les gens des villes ont pour la simplicité. La cabane lui paraissait primitive, archaïque. Il ne voyait pas la beauté des poutres apparentes, le charme du carrelage en terre cuite, la magie de cette vue qui coupait le souffle. « Maman, soyez raisonnable. Vous ne pouvez pas vivre ici. Il n'y a rien. Pas de voisins, pas de commerce, pas de médecin à proximité. Et si vous aviez un malaise ? Et si j'avais un malaise ? La préoccupation standard des enfants qui veulent se débarrasser de leurs parents sans culpabiliser. J'ai souri en pensant à la ironie. J'étais en meilleure forme physique et mentale qu'à 50 ans, libéré du stress de toujours faire plaisir à tout le monde. Thomas, ai-je dit calmement, j'ai pris ma décision. Je ne vendrai pas le terrain. Le silence qui a suivi était plus éloquent qu'un discours. Son visage a traversé toute une palette d'émotions. Surprise, incrédulité, colère naissante. Il n'avait jamais envisagé que je puisse dire non. Dans son monde de consultants où tout s'achète et se négocie, un refus de ma part était inconcevable. « Comment ça, vous ne vendez pas ?» Sa voix avait monté d'un octave. « Maman, vous ne comprenez pas l'opportunité que vous laissez passer. Ces gens sont sérieux. Ils ont de l'argent. » J'ai compris, ai-je répondu en posant ma tasse avec une précision délibérée. J'ai très bien compris qu'ils voulaient acheter notre terre pour un tiers de sa valeur réelle. Cette fois, le silence était différent. Thomas me regardait comme si j'étais devenue folle. Sa mère, la gentille Marguerite qui disait toujours oui, venait de parler de valeur réelle, de négociation, de stratégie. Un tiers, a-t-il balbutié. Qu'est-ce que vous racontez ? Ils offrent un prix plus que correct pour un terrain perdu au milieu de nulle part. Un terrain perdu, ai-je répété lentement. C'est comme ça que tu vois l'héritage de ton père. Il a eu au moins la décence de rougir. Mais sa gêne n'a duré qu'une seconde avant de se transformer en agacement. Dans son esprit, j'étais en train de saboter ses plans par sentimentalisme déplacé. Maman, papa est mort. Il faut tourner la page. Vous ne pouvez pas vivre dans le passé. Vivre dans le passé. Comme si honorer la mémoire d'Henri était une maladie mentale. Comme si refuser d'être dépouillé était de la nostalgie maladive. Tu as raison, ai-je dit simplement. Il faut tourner la page. C'est exactement ce que je fais.
Il est reparti ce jour-là sans comprendre. Dans sa voiture climatisée, en parlant probablement déjà au téléphone pour expliquer à Céline que sa belle-mère était devenue sénile. Je l'ai regardé descendre le chemin, soulevant un nuage de poussière qui retombait lentement sur les fleurs sauvages du bas-côté. Les semaines ont passé. Le printemps s'est installé avec cette douceur particulière du Périgord. J'ai planté un potager derrière la cabane, retrouvant des gestes que je croyais oubliés. Mes mains dans la terre, mes genoux qui se souvenaient de comment s'agenouiller sans craindre de salir un pantalon de ville. J'ai redécouvert le plaisir simple de voir pousser des radis, des laitues, des tomates cerises. J'ai aussi commencé à explorer vraiment le terrain. En 40 ans, nous n'en avions vu qu'une petite partie, toujours les mêmes sentiers, toujours les mêmes points de vue. Henri et moi étions des habitués de surface, des visiteurs du week-end. Maintenant, j'avais le temps de découvrir chaque recoin, chaque source, chaque clairière. C'est en explorant la partie nord du terrain que j'ai trouvé la source dont parlait l'étude géologique d'Henri. Une eau pure, cristalline, qui jaillissait entre deux rochers moussus. En goûtant cette eau, j'ai compris pourquoi les investisseurs de Thomas étaient si pressés. Cette source à elle seule valait une fortune dans le marché du bien-être qu'ils voulaient développer. Plus loin, en suivant un ancien chemin de bûcheron, j'ai découvert la parcelle de chênes centenaires. Des arbres majestueux, certains vieux de plus de 200 ans, qui valaient des dizaines de milliers d'euros chacun pour leur bois d'exception. Henri avait fait classer cette parcelle en réserve naturelle privée, ce qui la protégeait de toute exploitation. Mais les droits forestiers restaient dans le patrimoine, augmentant considérablement la valeur du terrain. Chaque découverte confirmait la perspicacité d'Henri. Il avait vu ce que Thomas ne voyait pas, ce que les investisseurs parisiens espéraient que nous ne verrions jamais. Cette terre n'était pas juste 120 hectares de campagne perdue. C'était un trésor, patiemment constitué, soigneusement protégé. Un matin de mai, alors que je prenais mon café sur la terrasse en regardant les premières fleurs sauvages éclore dans la prairie du bas, j'ai entendu une voiture remonter le chemin. Pas la BMW de Thomas cette fois, mais une petite Citroën cabossée. Mon fils en est sorti, et j'ai immédiatement su que quelque chose avait changé. Il n'y avait plus cette assurance dans sa démarche, plus cette impatience contrôlée dans ses gestes. Ses épaules étaient affaissées, son costume défraîchi. Il avait l'air de quelqu'un qui venait de prendre une leçon de réalité en pleine figure. « Bonjour maman », a-t-il dit doucement en montant sur la terrasse. Pour la première fois depuis des années, il ne parlait pas au téléphone en arrivant. « Bonjour Thomas. Tu prends un café ?» Il a hoché la tête et s'est assis sur la chaise qu'Henri occupait autrefois. L'ironie n'échappait à aucun de nous deux. J'ai servi le café en silence, attendant qu'il trouve les mots. « Le projet est tombé à l'eau », a-t-il fini par dire. Les investisseurs se sont retirés. Ah! J'ai continué à boire mon café tranquillement. Pourquoi? Ils ont découvert que le terrain était sous trust. Ils ont dit que c'était trop compliqué juridiquement, trop risqué. Il a levé les yeux vers moi. Comment avez-vous fait ça? J'ai pris conseil auprès d'un notaire compétent. Le silence s'est installé entre nous. Pas le silence tendu de nos dernières rencontres, mais quelque chose de plus lourd, de plus définitif. Thomas tournait sa tasse entre ses mains, comme un enfant qui cherche le courage de faire un aveu difficile. « Céline veut divorcer ?» a-t-il dit finalement. Cette fois, j'ai posé ma tasse. Je suis désolé. Non, vous ne l'êtes pas. Il a eu un sourire amer. Vous ne l'avez jamais aimée. Vous aviez raison, d'ailleurs. Elle est partie dès qu'elle a compris que son mari n'était pas là de la finance qu'elle avait épousé. Comment? Non, laissez-moi finir. Il a pris une grande inspiration. J'ai merdé, maman. J'ai tout merdé. Le projet, le mariage, les relations avec vous. Je croyais que... Il s'est arrêté, cherchant ses mots. Je croyais que famille, ça voulait dire qu'il n'y avait pas de limite. Que vous feriez n'importe quoi pour moi. Les mots sont restés suspendus dans l'air du matin. Pas de limite. C'est exactement ça, le problème.
Thomas avait grandi en pensant que mon amour maternel était un puits sans fond dans lequel il pouvait puiser indéfiniment sans jamais rien donner en retour. Tu as raison, ai-je dit doucement. Pendant longtemps, il n'y avait pas de limite. J'ai fait tout ce que j'ai pu, Thomas. Pendant des années. Mais maintenant, c'est fini. Fini? Il me regardait avec des yeux d'enfant perdu. Qu'est-ce que ça veut dire, fini? Ça veut dire que je ne suis plus là pour résoudre tes problèmes, financer tes projets, ou sacrifier ma vie pour tes ambitions. Ça veut dire que j'ai 58 ans et que j'ai enfin décidé de vivre pour moi. Il a baissé la tête. Dans la lumière dorée du matin, il paraissait soudain très jeune et très vulnérable. L'homme d'affaires arrogant avait disparu, laissant place au petit garçon qui avait perdu ses certitudes. « Qu'est-ce que je vais faire » a-t-il murmuré. « Tu vas apprendre, ai-je répondu. Tu vas apprendre à te débrouiller, à construire ta vie avec tes propres moyens, à respecter les autres. Tu vas devenir l'homme que ton père espérait que tu deviendrais. » Nous avons fini notre café en silence, regardant le soleil monter au-dessus des collines. Pour la première fois depuis des années, nous étions simplement une mère et son fils, sans agenda caché, sans projet à défendre, sans guerre à mener. Avant de partir, Thomas s'est arrêté sur le seuil de la terrasse. « Maman, est-ce que vous me pardonnez ?» « Il n'y a rien à pardonner, ai-je répondu sincèrement. Il y a juste des leçons à apprendre. Il est reparti ce jour-là différent de celui qui était arrivé. Plus lent, plus réfléchi. Sa petite voiture a descendu le chemin sans soulever de nuages de poussière, respectueuse de l'environnement qu'il avait vu grandir. Ce soir-là, j'ai relu la lettre d'Henri. Cette terre, c'est notre héritage. C'est notre histoire. Il avait raison, mais pas comme je l'avais d'abord compris. Ce n'était pas juste un héritage financier ou foncier. C'était un héritage de liberté, de dignité, de choix. Les semaines suivantes ont apporté d'autres révélations. Maître Dubois m'a informé que plusieurs promoteurs s'intéressaient au terrain, tous proposant des sommes considérablement plus élevées que les investisseurs de Thomas. L'un d'eux offrait 12 millions d'euros pour développer un complexe hôtelier de luxe. « Qu'est-ce que vous en pensez » m'a-t-elle demandé lors de notre rendez-vous mensuel. « Je pense que cette terre n'est pas à vendre, ai-je répondu simplement. « À aucun prix. » Maître Dubois a souri. Je m'en doutais. Vous savez, Marguerite, en 30 ans de carrière, j'ai rarement vu quelqu'un refuser 12 millions d'euros avec autant de sérénité. L'argent ne remplace pas la paix. Et c'était vrai. Chaque matin, en me réveillant dans la cabane d'Henri, je ressentais cette plénitude que je n'avais jamais connue. Pas de stress, pas d'obligation, pas de culpabilité. Juste moi, la nature, et cette liberté que j'avais mis 58 ans à découvrir. L'été est arrivé avec sa chaleur douce et ses longues soirées. J'ai appris à identifier tous les oiseaux du terrain, à reconnaître les traces des sangliers dans la boue séchée, à prévoir le temps en observant les nuages au-dessus des collines. Des compétences que Thomas aurait trouvées ridicules, mais qui me donnaient l'impression de reconquérir une partie de moi-même longtemps endormie. Un soir de juillet, en arrosant mon potager, j'ai entendu des voix venir du sentier principal. 2 randonneurs s'étaient égarés et cherchaient leur chemin vers le village. Je les ai aidés, leur ai donné de l'eau fraîche, et nous avons discuté quelques minutes sur la terrasse. « C'est magnifique ici » a dit la femme en regardant la vue. « Vous avez de la chance de vivre dans un endroit pareil. » De la chance. Oui, j'avais de la chance. Mais pas celle qu'elle imaginait. Ma chance n'était pas d'hériter d'un beau terrain. Ma chance était d'avoir enfin eu le courage de dire non. En août, Thomas est revenu. Pas en voiture cette fois, mais à pied, remontant le sentier depuis le village. Il portait un sac à dos, des chaussures de randonnée, et quelque chose dans son regard avait changé. Cette arrogance qui le caractérisait avait laissé place à quelque chose de plus humble, de plus authentique. « Bonjour maman » a-t-il dit en arrivant sur la terrasse. « Je peux m'asseoir » ? « Bien sûr. Tu as marché depuis le village. » « Oui. Ma voiture est tombée en panne. Je n'ai pas les moyens de la faire réparer pour l'instant. »
Il a dit cela sans amertume, comme un simple fait. J'ai trouvé un petit boulot dans une exploitation agricole près de Bergerac. Rien de glorieux, mais ça paye le loyer. Nous avons bu une limonade que j'avais préparée avec les citrons de mon petit jardin. Thomas regardait autour de lui avec des yeux neufs, remarquant des détails qui lui avaient échappé lors de ses visites précédentes. « Papa a bien choisi l'emplacement », a-t-il dit en contemplant la vue. « On voit toute la vallée d'ici. » Il passait des heures sur cette terrasse à planifier l'aménagement du terrain. Il disait que chaque arbre avait sa place, chaque sentier sa raison d'être. Je ne l'écoutais pas assez. Thomas a baissé les yeux. Je pensais que ces histoires de jardinage et de nature étaient dépassées. Pas assez modernes pour moi. Et maintenant? Maintenant, je passe mes journées dans les champs. Je comprends ce qu'il voulait dire quand il parlait de cycle des saisons, de patience, de respect de la terre. Il a marqué une pause. C'est dur physiquement, mais apaisant. Pour la première fois depuis des années, je dors bien la nuit. Nous avons parlé jusqu'au coucher du soleil. Thomas m'a raconté sa nouvelle vie, simple mais honnête. Le divorce avec Céline s'était passé sans drame, elle avait gardé l'appartement parisien, lui était partie avec ses vêtements et ses dettes. Il partageait maintenant un petit logement avec 2 autres saisonniers agricoles, découvrant les joies de la colocation à 34 ans. « Je ne regrette rien », a-t-il dit alors que les premières étoiles apparaissaient. « Enfin si, je regrette beaucoup de choses. Mais pas d'avoir tout perdu. Ça m'a obligé à me poser les bonnes questions. » Quelles questions? Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce que je veux transmettre? Quel homme je veux être? Il m'a regardé avec un sourire triste. Des questions que j'aurais dû me poser il y a longtemps. Cette nuit-là, Thomas a dormi dans la petite chambre d'amis de la cabane. Le lendemain matin, il est reparti à pied vers sa nouvelle vie, mais quelque chose avait changé entre nous. Pour la première fois depuis ses 18 ans, nous nous étions parlé d'égal à égal, sans rapport de force, sans attente cachée. L'automne est arrivé avec ses couleurs flamboyantes. Les chênes centenaires se sont parés d'or et de cuivre, transformant la forêt en cathédrale de lumière. J'ai appris à faire des conserves avec les légumes de mon potager, à ramasser les châtaignes et les champignons, à préparer du bois pour l'hiver. Des gestes ancestraux que les femmes de ma famille avaient pratiqués pendant des générations et que j'avais oubliés dans ma vie citadine. Un matin d'octobre, en me promenant dans la partie sud du terrain, j'ai fait une découverte qui m'a coupé le souffle. Cachée dans un bosquet de noisetiers, une petite maison en pierre à demi effondrée. Selon les documents d'Henri, c'était l'ancienne bergerie de la propriété, datant du XVIIIe siècle. Elle était en ruine, mais les murs principaux tenaient encore debout, et on pouvait imaginer ce qu'elle avait été autrefois. Cette bergerie représentait encore une fois la perspicacité d'Henri. Une fois restaurée, elle pourrait devenir un gîte rural extraordinaire, générant des revenus confortables sans dénaturer le caractère du terrain. Mais contrairement au projet de Thomas, ce serait moi qui déciderais du rythme, de l'ampleur, des limites. L'hiver s'est installé doucement. Les premières gelées ont figé les dernières fleurs du jardin, mais la cabane était chaude et accueillante. Le système de chauffage géothermique d'Henri fonctionnait parfaitement, maintenant une température constante sans effort ni pollution. Le soir, je faisais du feu dans la cheminée plus pour le plaisir que par nécessité, regardant danser les flammes en lisant les livres que nous n'avions jamais eu le temps de partager. Thomas venait me voir régulièrement, toujours à pied, toujours plus détendu. Il me racontait ses découvertes agricoles, ses projets modestes mais réalistes. Il parlait de peut-être reprendre des études d'agronomie, de s'installer à son compte dans quelques années. Des rêves à taille humaine, loin de ses anciennes ambitions démesurées. « Vous savez ce qui me frappe le plus ?» m'a-t-il dit un dimanche de décembre, en m'aidant à ranger du bois. Avant, j'avais l'impression de courir tout le temps après quelque chose que je n'arrivais jamais à attraper. Maintenant, j'ai l'impression d'être exactement où je dois être. C'est ça, grandir, ai-je répondu en souriant. Comprendre que le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager.
Février a apporté les dernières neiges de l'hiver. Depuis ma terrasse, je regardais le paysage transformé, d'une beauté pure et silencieuse. Dans cette blancheur, je pensais à tout le chemin parcouru depuis le mariage de Thomas. Cette femme invisible qui se taisait aux tables de mariage avait trouvé sa voie. Cette mère dévouée qui sacrifiait tout pour son fils avait appris à dire non. Cette veuve qui acceptait qu'on dispose de sa vie avait repris le contrôle de son destin. Un matin de mars, en descendant vers la source pour ma promenade quotidienne, j'ai aperçu les premières pousses vertes perçant la terre encore froide. Des crocus sauvages, timides mais déterminés, qui annonçaient le retour du printemps. J'ai pensé à Henri, à cette lettre où il me prédisait que je trouverais la force de me défendre. Il avait eu raison, comme toujours. En remontant vers la cabane, j'ai croisé un chevreuil qui broutait tranquillement dans la clairière. Il m'a regardé sans crainte, reconnaissant en moi quelqu'un qui appartenait désormais à ce paysage. Cette reconnaissance mutuelle m'a empli d'une joie profonde. J'étais devenue ce que je n'avais jamais osé rêver être, une femme libre. Le printemps s'épanouit maintenant autour de moi. Mon potager reverdit, mes projets de restauration de la bergerie prennent forme, et Thomas continue sa transformation vers l'homme qu'il était destiné à devenir. Hier, il m'a porté les premiers radis de sa propre parcelle, fier comme un enfant de sa première récolte. « Maman, » m'a-t-il dit en repartant, « merci de m'avoir appris à dire non. » Comment ça? En me montrant l'exemple. En refusant de vous laisser faire. En choisissant votre vie plutôt que de subir la mienne. Ce matin, assis sur ma terrasse avec mon café et un livre d'Henri que je découvre enfin, je regarde les premières fleurs sauvages s'épanouir dans la prairie. Des coquelicots timides, des marguerites audacieuses, des bleuets discrets. Chacune trouve sa place, chacune s'épanouit à son rythme, chacune contribue à la beauté de l'ensemble sans perdre son identité. Comme moi, comme Thomas, comme tous ceux qui apprennent que dire non, parfois, c'est la plus belle façon de dire oui à la vie.